Puis les gens me demandent toujours si je suis parent avec Pierre Elliott. Pierre Elliott? Ouais. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah oui? Ah ouais? Ah bon? De près ou de loin? Ouais, de près. Ça dépend comment est-ce qu'on voit ça. Pour moi, c'est d'assez près, parce que il y a des histoires de famille avec lui, puis son père, son grand-père. Son père puis mon père étaient cousins germains. OK. Et puis, mon père aimait bien son père parce que, en tout cas, pour des raisons de sport, là, puis tout ça qui était assez proche. Et puis, c'est ça. Presque. C'est bon. C'est prêt, je vous dérange plus. Non, mais tu peux poser des questions, tu le sais. Bonjour, M. Trudeau. Bonjour. Alors, la raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'on aimerait ça parler de la vie d'antan. Alors, j'aimerais ça qu'on commence avec le village de votre enfance. Ah, le village de mon enfance. Moi, je suis né sur la rive sud de Montréal, qui était dans un... À l'époque, c'était un petit village qui s'appelle encore Delson. Delson, c'est à peu près le seul village qui a un mot en anglais, même dans la région du sud de Montréal. Le terme, il vient de... C'est significatif parce que c'était vraiment un village ferroviaire. Tu sais, comme les Anglais disent « a railroad town ». Mais une fois, j'étais dans l'Ouest, puis quelqu'un m'avait dit « a railroad town is a railroad town ». Parce que c'est quelque chose de spécial, tu sais. Et puis, Delson, ça vient du Delaware and Hudson, les trois premières lettres, les trois dernières lettres, qui étaient une compagnie ferroviaire qui venait des États-Unis et puis qui aboutissait chez nous. Puis là, ils tournaient, puis s'en retournaient aux États-Unis, puis transféraient avec le Canadien national, le Canadien Pacifique. Il y avait ces trois compagnies ferroviaires chez nous. Ça fait que ça marquait aussi le milieu, qui était un milieu ouvrier, multiethnique à l'époque, avant même que, moi je dis tout, avant même que le terme soit été inventé. Chez nous, ben, c'est ça, moi j'ai été élevé dans un milieu où il y avait, tu sais, on avait une rue d'Italiens, une rue de Polonais, on disait des Polocs évidemment, puis il y a une rue d'Anglais, d'Angleterre, etc. Puis on avait aussi, tu sais, on avait des confessions protestantes chez nous, des temples protestants, je pense que vous savez, on a l'habitude d'appeler ça des mitaines, là. Bon, on avait 3 mitaines chez nous, dans un petit village où il y avait 800 de population. Fait que ça donne une idée comment c'était multiethnique, mais uniquement, disons, d'immigration quand même européenne. Est-ce qu'il y avait une église quand même à Delson? Oui, oui. Il y avait Oui. quand même une église Il y avait une catholique. église catholique. Oui. On avait notre curé, puis oui. Puis quand... On avait la majorité quand même Okay. étaient canadiens français, là. OK. Puis quand le gens dans l'Ouest vous a dit Railroad Town, c'est parce que les Railroad Towns, c'est multiethnique comme ville ou... Pardon? Quand vous avez dit Oui. tantôt... Oui, c'est parce que ça a une particularité, ces villages-là, parce que c'est un petit peu, on dirait, les gens sont comme pas, tu sais, ils sont habitués de voir voyager des gens, le changement, tu sais, c'est comme ça apporte un effet de mobilité dans le milieu, là. C'est pas un environnement aussi fermé qu'un village. Oui, c'est ça, Okay. c'est ça. Ça a fait un environnement plus ouvert, c'est ça. Puis après ça, vous avez vécu à Montréal? Ouf! Oh, OK, comment êtes-vous arrivé dans la Naudière? Comment êtes-vous arrivé à Saint-Clophas? Bien, c'est parce qu'on cherchait un endroit pour, comme résidence secondaire. Et puis, on avait quelqu'un qui connaissait, qui venait du coin, puis avec qui on avait décidé
d'acheter une érablière en copropriété. Puis, bon, comme le reste de la propriété était ici, bon, on s'est dit, bon, on n'est pas pour avoir juste une érablière, puis pour pas avoir de pied à terre alentour. Fait qu'on a acheté aussi la propriété qui était en continuité avec l'érablière. Puis avez-vous exploité l'érablière? Ah, pendant 3 ans, puis c'était tout. C'est une grosse érablière à part de ça. Ouais, on avait installé des tubes, puis ça commençait les tubes, puis on manquait d'expérience, puis ça n'a pas été un gros succès. Là. Le sirop n'était pas bon? Il était... Ouais, il était bien ordinaire. Ouais. Il était foncé. Puis vous avez adopté la région assez pour écrire un livre. Bien, ça, la région, on l'a adoptée surtout quand on a pris notre retraite. Ghislaine, mon épouse, puis moi. Et puis là, on s'est décidé de s'impliquer en environnement. Parce que l'image qu'on avait, c'est que, vu qu'on avait travaillé dans un milieu urbain, on avait travaillé à Montréal, puis dans le milieu urbain, on trouvait que le travail à faire, c'est un travail social. Mais dans un milieu rural, on trouvait que c'était l'environnement qui prenait l'importance. Fait qu'on a commencé, dès qu'on est arrivé pour notre retraite, on a commencé à travailler dans l'environnement. On avait parti avec Jeanne Comeau à Saint-Gabriel, les Amis d'environnement de Brandon. Et puis après un certain temps, on s'est dit, ce qui est important, c'est l'eau. Et puis notre rivière ici, c'est la rivière Bayonne. Donc on va... Puis là, le concept de l'approche l'approche par le bassin versant, c'était pratiquement inconnu. Je me rappelle qu'il y a un type qui m'avait dit, vous êtes 15 ans en avant, quand on a dit, nous autres, on fait l'approche par le bassin versant, puis on a fait une carte de tout le territoire du bassin versant, de la zone Bayonne, puis pas de la zone, bien de la rivière Bayonne. Et puis, cette approche-là était novatrice à l'époque. Puis aujourd'hui, bien, c'est l'approche qui est prônée par tout le monde. Je me rappelle d'avoir été dans une rencontre où il fallait défendre cette approche-là parce qu'il y avait des fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui n'étaient pas d'accord. C'était pas unanime au début. Fait qu'on on a développé cette approche-là qu'on a appelée les amants de la Bayonne. C'est ça. Ça date de quelle année, les Amis de la Bayonne? Les amants de la Bayonne, les dates exactes, moi, je ne retiens pas ça. Dans les années 90. OK, début des années 90. Oui, c'est ça, vers le milieu peut-être des années 90. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'était reconnu en Europe, par exemple, la notion de... oui, c'est ça. Moi, j'avais lu un article, c'était un mode d'intervention qui était courant, surtout en France, qu'on connaît là. C'était... En Allemagne aussi. Oui, peut-être, oui, ça se peut. Mais moi, ce que j'ai connu, c'est toute la France était divisée par le bassin versant et tout ça. Puis, quelles ont été vos principales réalisations au niveau de l'environnement avec les Amis de la Bayonne? Bien, on a eu des projets, et puis on a commencé dès cette époque-là, on a commencé à faire des plantations d'arbres. Parce qu'on avait rencontré un géologue qui s'appelait Bunzli, qui travaillait pour la MRC, et puis qui nous avait expliqué l'importance qu'il y avait pour la qualité de l'eau, la relation qu'il y avait entre la qualité de l'eau et puis les plantes, d'avoir des arbres importants. Et puis ça nous avait, ça nous a motivés. L'autre chose aussi, dès le début, on a fait des nettoyages d'anciens dépotoirs. Ça, on s'est... D'ailleurs, dans le livre, on les note, ces premières expériences-là qu'on a eues. Et puis, aussi, bien, on faisait...
on a fait un dépliant avec la carte pour sensibiliser les gens à la qualité de l'eau. Et puis aussi, bien, la rivière Bayonne, je pense que c'est moins pire maintenant, mais elle avait une très mauvaise réputation. Même dans les documents que j'ai encore du ministère de l'Environnement, elle disait que c'était une des rivières les plus polluées au Québec. Là. Puis, bon, il y avait des raisons à ça qui sont aujourd'hui, pas mal, plusieurs sont disparues. La qualité, on pense, s'est nettement améliorée. Il y a toujours... je m'excuse, c'était quoi les principales sources de pollution? Il y avait l'agriculture? Il y avait l'agriculture, oui, mais il y avait aussi les rejets des domestiques. Là. Par exemple, depuis qu'on a commencé à Saint-Félix, ils ont fait les étangs aérés. Bon, tout le village envoyait les rejets dans le ruisseau Beaubec. C'est la même chose à Sainte-Élisabeth. Ils ont fait des étangs aérés. Bon, il y avait... et puis, les fosses septiques, je me rappelle, moi, la première fois qu'on a fait une fosse septique ici, le voisin est venu me voir pour me dire qu'on n'avait pas d'affaire à faire ça parce que... C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, puis il sentait bien qu'un jour, il serait obligé d'en faire une, lui, ici, là. Fait que c'est un peu ça. Les fosses septiques étaient pratiquement inexistantes. Et puis aussi, il y avait des entreprises. On peut en parler parce que ça n'existe plus. Je me rappelle, il y avait entre autres un abattoir de poulets, puis les gens voyaient passer les têtes de poulets dans le ruisseau, puis le ruisseau était rouge, tu sens des poulets à Saint-Félix. Là. Fait que c'est ça, puis il y avait des moulins à scie. Les moulins à scie, puis puis ils envoyaient comment est-ce qu'on appelle ça, le bran de scie dans la rivière, puis c'était pas nécessairement non plus positif. C'est ça, il y a eu une partie il y a une certaine époque où il y avait des industries qui rejetaient dans la rivière Bayonne. Oui, c'est ça. C'est sûr que maintenant c'est fini, mais c'est ça. Il y avait ça aussi, Tout ça de sorte que ça n'existe plus, puis qui fait que quand même, la rivière est quand même plus potable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ouvrage à faire, là, loin de là. Mais on trouve que ça... Nous autres, on pense que ça s'est nettement amélioré. Là. Mais la couleur de l'eau va toujours rester la même parce que c'est dans un lit d'argile? Oui. C'est ça. Oui. Mais ça, l'argile puis la couleur, c'est pas nécessairement... Ça ne veut pas dire que l'eau est nécessairement polluée. Non, je le sais. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se baignaient dans cette eau-là parce que c'est même... c'est bon pour la peau. C'est même bon. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas parce qu'elle est de la couleur soupe au pois qu'elle est polluée, c'est ça. C'est ça. C'est son lit de glaise qui fait qu'elle a cette couleur-là. Vous avez récolté plein d'anecdotes. Est-ce que vous avez fait des recherches dans les archives pour rédiger ça? Ou si c'est... Le livre? Oui. Oui, mais c'est qu'on a eu on a pu bénéficier du travail d'un monsieur Aubin qui n'avait fait des recherches, puis on lui a demandé si on pouvait utiliser ce qu'il avait fait. Ça nous a aidé beaucoup. Et puis aussi, bien, on a fait des interviews avec des personnes âgées et qui ont vécu certaines expériences. Puis ça aussi, ça nous a apporté des personnes informations. Que vous avez rencontrées pour les personnes âgées, c'était quoi leur relation avec la rivière? C'était toujours comme les goûts de la ville? Non. La relation, c'est qu'ils avaient passé souvent leur enfance sur le bord de la rivière. Et puis, à l'époque de leur enfance, la rivière, elle n'était pas polluée. Et puis, je sais que une dame là, qui raconte, tu sais, il allait à la pêche, puis que son père, à un moment donné, il les avait réveillés en pleine nuit parce qu'il avait pris une anguille de 14 pieds de long dans la rivière, là, tu sais. Bon, ils allaient à la pêche, puis ils allaient se baigner en pêche dans la rivière. Puis même à Sainte-Élisabeth, il y avait des genres d'éoliennes où ils puisaient l'eau dans la rivière pour les bâtiments, puis pour les animaux, puis l'eau était pas polluée. Avant, il y a eu une époque industrielle où l'eau s'est polluée, mais il y a eu avant, l'eau était
était buvable. Là. OK, c'est une source, c'est la source de vie du C'est ça. Oui. Fait qu'ils racontent ça aussi, les gens, à l'époque où ils ont aimé vivre près de la rivière. Puis, tu sais, aussi, je me rappelle, à Sainte-Élisabeth, avait fait une soirée, puis les gens racontaient, là, tu sais, comment l'hiver, ils faisaient même des courses de chevaux sur la rivière l'hiver, puis ils étaient en traîneau, puis ils patinaient, puis il y a eu une utilisation, disons, qui était festive pour les gens de la rivière aussi. OK, merci. Mon Dieu, là, là, on va parler plus d'abord. J'aimerais ça qu'on revienne sur les premières années de votre vie à Montréal, quand vous avez été travailleur social. Oui, c'est un peu ça. Toute votre vie ou professionnelle? Bien, pas mal tout le travail séparé. Ça a été un peu en cadence, là. Oui, mais j'ai été travailler dans la fonction publique un petit peu. J'ai été essayer ça n'a pas fonctionné. C'est pas le seul. Moi aussi, j'ai Mais la plupart du temps de mon travail, ça a été de travailler auprès de la population du bas de la ville à Montréal, ouais. À différents niveaux, dans différentes étapes, en différents sujets. Je me suis occupé des jeunes, des loisirs. Après ça, je me suis occupé des personnes âgées. Après ça, je me suis occupé de l'habitation, du logement. J'étais directeur d'un organisme qui... on faisait des... on achetait des logements pour que les gens se mettent en coopérative, pour éviter qu'il y ait... que les gens soient évincés de leur milieu, puis pour le garder, ce qu'ils appelaient la gentrification, là, pour garder les gens. Ça fait que par des coopératives, les gens s'appropriaient leur... fait que je travaillais aussi là-dedans. Là, votre implication sociale a été constante tout oui. au long de votre vie? Oui, pratiquement, oui. Oui. Vous êtes né avec ce... Oui, oui, c'est ça. Disons, quand j'étais jeune, j'avais décidé que ma vie, ce serait d'être au service ou d'aider le monde. Ah oui? Oui. C'est un rêve d'enfant? Oui, un peu aussi. Mon père m'a servi de modèle un peu là-dedans aussi. Là. Il faisait quoi, votre père? Mon père était marchand, il a fait beaucoup de choses. Il s'est débrouillé parce qu'il était d'une grosse famille, puis il est allé, il est parti chez lui à 14 ans, puis il est allé aux États-Unis, puis après ça, il est revenu, puis bon. Il aidait les pauvres d'une façon très, comment je dirais, sans faire d'éclat, là, d'une façon très polie pour les gens. Et puis, il était barbier, puis je me rappelle, là, il avait été faire la barbe à des pauvres mourants, puis tout ça. Là. Fait que ça m'avait impressionné. Puis, c'est la ligne que j'ai décidé, puis je veux dire... Vous avez été heureux? Oui. Vous avez oui, je me suis réalisé là-dedans, c'est sûr. C'est ça? Oui. C'est bien. Oui, puis c'est sûr que c'était aussi aider travailler dans les milieux de pauvreté et puis de culture populaire, là, tout ça. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre la mentalité urbaine puis la mentalité en région? Moi, je pense que oui. Oui, parce que les gens en milieu rural, ils vivent dans des grands espaces. Puis en milieu urbain, l'espace est restreint. Et puis je trouve que ça, entre autres, là, je ne voudrais pas tout donner la seule raison,
Mais ça marque énormément les mentalités, à mon point de vue, puis les relations humaines. Les relations humaines sont plus facilement exacerbées dans un milieu qui est, surtout dans le bas de la ville, où il y a une surpopulation. Des familles de 12, 13, 14 enfants qui sont dans un logement de 5, 6 pièces. Moi, je les viens, ils étaient tellement nombreux qu'il y en a un qui couchait entre les deux portes là, dans le bas, dans le bas de la porte. Là, c'est toute la seule place qu'il y avait, où ils sont 3, 4 par lit. Fait que ça, c'est de la surpopulation. Et puis, c'est beaucoup plus difficile de s'endurer quand des gens sont continuellement confrontés, et puis ils développent plus facilement aussi des réactions négatives. Puis est-ce que la misère est plus pénible en ville qu'en milieu rural? C'est difficile à dire. La misère, c'est de la misère, là. Elle est plus pénible. Elle est peut-être moins secourue. Dans ce sens qu'en milieu rural, les gens vont dire, un tel là, ou une telle, je sais qu'ici, j'ai remarqué, dans la place, il y avait une personne qui avait des difficultés, puis une telle, elle allait y porter quelque chose, l'autre faisait que ça, puis tout ça, puis discrètement, puis un l'amenait chez le médecin, l'autre allait faire ses emplettes. Bon. Tandis qu'en ville, il y a beaucoup plus d'anonymat. Et surtout, moi, je me suis occupé des personnes âgées. Les personnes âgées étaient beaucoup plus abandonnées, vivaient beaucoup dans des genres de ghettos, dans le fond, sans sortir à l'extérieur, presque. Puis il fallait... où ils étaient exploités plus facilement. En milieu rural, je pense que s'il y avait une exploitation de quelqu'un dans un milieu, ça ne durerait pas, tandis que dans le milieu urbain, le propriétaire, des fois, il exploite ses locataires, puis il va chercher il fait le tour des boîtes aux lettres avant que les gens, pour ramasser les chèques d'aide sociale avant que les gens les ramassent, puis bon, etc. Là. Okay. Ouais, ça, on a vécu ça. Là. Okay. C'est pour ça que... Et puis aussi, il y a des misères qui sont... Les pires misères sont pas connues. Ils sont pas su. Hein. Vous parlez à la ville? Dans le milieu urbain, oui. Dans le milieu urbain, OK. Tandis qu'ici, tout est plus évident. Même si on a plus d'espace, c'est plus évident ce que les gens vivent. Oui. C'est paradoxal. Oups, j'ai perdu ma première. Il m'était venu une question. Merde, j'ai perdu. On était dans la misère, les personnes âgées. Quand vous êtes arrivé, quand vous êtes venu vous installer ici, pour de bon, là, quand vous avez pris votre pension, donc au début des années 90, tu dirais? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Qui nous a frappé le plus? Oui. Bien, honnêtement, ici, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les années exactement. On a eu des problèmes de pollution par, disons, il y avait des porcheries qui... ça a été un gros problème. Même, on a failli déménager à cause de ça. Puis c'était conflictuel aussi dans le milieu ici, là. Il y avait des tenants, ceux qui étaient d'accord avec les porcheries, puis ceux qui trouvaient que c'était inacceptable parce qu'il y avait des modes des façons de production qui étaient délinquantes aussi. Fait que, pardon? Est-ce que les porcheries ont disparu? Les porcheries, oui.
La porcherie a passé au feu 2 fois. OK. Ouais. Puis là, ben, elle n'existe plus. OK. Ah, il y en avait juste une porcherie. Oui, mais il y en avait une, puis ils en ont construit une autre, puis ils menaçaient d'en construire une autre, puis il y avait un environnement qui était... l'autre, ils l'ont construit à la limite entre Saint-Gabriel puis ici, puis c'était aussi conflictuel. Là, ça fait que Puis là, depuis ça. que le moratoire sur les porcheries, c'est Bien plus là, proche. disons qu'ici, non, il n'y en a plus, ça, c'est sûr. Mais ça a été une problématique qui nous a marqué, ça aussi. Ah. Puis ça aussi parce que il y a un ruisseau qui passe sur notre propriété, puis le ruisseau était pollué de façon épouvantable. OK. Par le Je lisier. pense qu'une fois, on avait fait venir le ministère, puis je pense que la pollution était 400 fois au-dessus de la norme, ou quelque chose de même. Là. En tout cas, c'était vraiment... parce qu'il déversait directement le purin de porc dans le ruisseau. Ouais. Vous veniez pas d'ici, est-ce que vous faisiez dire de vous mêler de vos affaires? Oui, c'est ça. Ça, on a passé pour des étrangers, c'est sûr. Puis une fois, je me rappelle d'avoir dit à quelqu'un, imaginez-vous, si j'étais noir, comment est-ce que vous me traiteriez, tu sais? Bon, et puis même pour le livre, je lis une anecdote d'un monsieur qui est très connu parce que c'est un industriel de haut niveau, je dirais, dans la région. On est allé le voir parce que son épouse avait avait vécu des choses intéressantes. Puis il m'a dit, que vous devenez, vous? Fait que là, j'ai dit, ben moi, j'ai été élevé sur la Rive-Sud de Montréal. Et tu sais ça, c'est toujours les étrangers qui s'occupent de ces affaires-là. Bon. Fait que là, ça faisait, à l'époque, ça faisait à peu près 35 ans que je demeurais ici, là. Mais j'étais un étranger encore. Mais ça, c'est pas plus grave que ça, là. C'est Mais ça n'a pas été, disons, ça n'a pas été un handicap vraiment quand même pour nous autres. On a vite oublié des remarques comme ça, puis on se sentait à l'aise parce qu'on s'est fait des amis aussi. Et puis aussi, bien, dans le milieu, depuis qu'on est arrivé, il y a eu pas mal un roulement de gens. Hein. Les maisons sont vendues, les fermes sont agrandies, il y a moins de fermes. Ça fait que ça a changé aussi le caractère du milieu aussi. Là. Oui, le milieu, en tout cas, les villages se transforment beaucoup depuis quelques années. En tout cas, c'est mon cas à Saint-Norbert. Il y a un roulement de population qui est très, très grand. Ici, c'est quoi la principale culture? La principale? Culture, agriculture au niveau de l'activité agricole? Oui. Ouais, on peut dire que c'est encore l'agriculture, mais il y a beaucoup moins de fermes qu'il y en avait quand on est arrivé. Et puis aussi, bien, les gens qui demeurent, il y a plusieurs qui vont travailler ailleurs. Tu sais. Travailler à Joliette. Mais j'ai une amie à l'enseigne à Ville de Laval-Ouest. Puis, tu sais, il était à une époque, il était 2 voisines. Une qui travaillait à Trois-Rivières, puis l'autre travaillait à Montréal. Tu sais. Dans le fond, c'est à peu près la même distance. Vous vivez en banlieue? Oh, c'est presque, c'est ça. On n'est pas loin de la banlieue. On n'est pas loin, mais c'est pas encore la vraie banlieue, là. Mais c'est pas... Est-ce que vous avez l'impression que quand vous êtes arrivé ici, quand vous avez acheté la première fois, pour quand vous êtes venu vous installer, c'était un vrai village qu'il y avait, puis maintenant, tranquillement, ça se transforme en... Est-ce qu'il y avait encore une vie, une épicerie, tout ça à Saint-Clopas? C'était en train de diminuer. L'école venait de fermer. La Caisse populaire a fermé l'année qu'on est arrivé. Tout ça, tu sais. Ça fait que c'est ces institutions-là qui forment souvent le cœur, l'âme d'un village. Ils ont diminué, sauf qu'on a gardé notre église, puis on a récupéré un dépanneur. Bon, il y a quand même encore une vie de milieu, de village, et puis le centre communautaire. Dans le fond, l'école a fermé, mais ça a permis de développer le centre communautaire qui est assez actif. Puis on a toujours gardé des loisirs. C'est pas aussi
actif que c'était à l'époque, là, des loisirs, mais il y en a encore pour les enfants, tout ça. OK. Puis est-ce que la population change de famille? Oui, et c'est étonnant, il y a toujours des jeunes enfants. Et puis, c'est étonnant de voir le nombre d'enfants qu'il y a actuellement. Puis ils vont à l'école à À Saint-Félix, oui. OK. Donc, c'est une banlieue de Saint-Félix. Oui, oui, oui. Alors là, on a parlé de la... Ah, parlez-moi donc de votre érablière. Est-ce que vous l'avez encore? Non, non. Vous avez vendu l'érablière Ouais. séparément? C'était pas le ministère de... Voyons, le MAPAC vous a permis ça? Oui, mais c'est parce que c'est l'autre qui a acheté, là, Ah, celui ok. qui est en copropriété. Là, OK. qui a- C'est qui a- ça. Vous n'avez pas, qui a fait vous ça, auriez pas ouais. pu diviser... Non. Avez-vous des terres agricoles? Non, pas maintenant. Là. J'en avais la terre, mais on l'ai vendue quand mon épouse était malade. Là. OK. J'avais plus le temps de m'occuper de Vous quoi avez que ce été soit. gentleman farmer. C'est assez qu'on a toujours loué la terre. Ah, On n'a jamais cultivé. J'ai un jardin, j'ai un grand jardin, mais non, c'est... Mais on allait faire notre bois parce qu'on a un boisé, puis un beau boisé, puis on faisait notre bois, puis tout ça. Mais quand mon épouse tombait malade, ça a changé énormément. Là. Est-ce que vous étiez manuel? Pardon? Est-ce que vous étiez manuel? Ben, un petit peu. Disons que chapiteau... Un bon boss. non, j'étais plutôt le helper. Ah, OK. C'était plutôt l'aide, tu sais, L'aide, OK. pour faire des travaux, quand on fait les travaux de la maison. Là. Non, je vais travailler, tout ça, mais je ne suis pas particulièrement habile, là. OK. Moyennement, disons. Mais je ne refuse pas de faire des travaux manuels, il n'y a pas de problème avec ça. Puis parlez-moi donc de la maison, quand vous l'avez achetée, elle était dans quelles conditions? Bien, c'est une maison, c'est vraiment une maison, disons, une famille ordinaire, là, qui était. Et puis, elle avait besoin de beaucoup de réparations. C'était vraiment, disons, c'est ça, elle était presque en train de elle avait été déplacée, puis le plancher était flottant, puis il avait donné une idée là, dans quel état il était. D'un mur à l'autre, il y avait 14 pouces de dénivellement sur le plancher. Quand un bébé arrivait, il déboulait sur le plancher de la maison. Fait que c'était pas... Puis c'était des vieilles armoires, puis tout ça. Ça fait qu'on a tout rénové. On a gardé le haut, avec ancien, avec des planchers en pain, avec à peu près à 2,5 pouces d'épais. Puis c'est tout, tu sais, on se dit, c'est du bois qui a été pris ici, ça, hein? Et puis ancienne. Là. Mais ce qui m'a toujours, disons, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens d'autrefois, ils ont vécu dans la misère. Hein? C'était dur. Moi, je me rappelle, chez mon grand-père, il cassait la glace l'hiver dans les bols à main, là, puis il n'y avait pas d'eau courante, et tout ça. Fait que, puis il allait à la toilette dehors. Hein? Fait que c'était pas des vies faciles. Là. Puis ici, j'ai ressenti ça quand on a rénové la maison. On disait, les gens, ils en ont arraché. Puis dans ce temps-là, ben ils ne connaissaient pas autre chose, puis ils enduraient ça. Puis ils ont eu du mérite, nos ancêtres. Oui, ils ont eu du mérite. Mais dans toutes les entrevues que j'ai faites, là, j'ai posé souvent la question si les gens... est-ce que les gens avaient faim? Là, je vous dis, j'ai quand même... C'était des gens des entrevues faites dans un milieu rural. Les gens m'ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais eu faim de toute leur vie. C'est ça. Parce que les gens vivaient en autarcie, il y avait le jardin, il y avait la cueillette des petits fruits. Puis je leur demande s'ils regrettent des choses ou les gens sont heureux d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, même si c'était difficile. Ici, en tout cas, quand j'ai fait mes entrevues. Là. Des gens qui ont 90 ans, donc qui ont quand même vécu
le bout sans électricité, sans eau courante. Ouais. Mais ils ne regrettent pas cette période-là de leur Non. vie. Non, c'est comme Félix Leclerc disait, on était pauvre, mais on était heureux. C'est ça. C'est C'est un peu ça, oui. Oui, oui. Où la Puis- mémoire nous Et aide. puis les gens aussi, c'est parce que, tu sais, les gens, ils sont pauvres parce qu'ils voient un qui est plus riche qu'eux autres. Et puis, les gens, le voisin était aussi pauvre. Et puis, il n'était pas malheureux d'être dans les conditions où ils étaient. Et puis, il y avait beaucoup d'entraide. Dans le livre, là, si on revient au livre, on a un exemple de ça, puis moi, je trouvais ça extraordinaire, tu sais, où ça s'appelle le Grand Débouli. C'était à Sainte-Geneviève-de-Berthier, là, sur le bord de la rivière. Puis ça s'est passé, je pense, la veille du jour de l'an, en plein hiver. Il y a eu une partie de... Il y a eu Glissement de terrain. pardon? Un glissement de terrain. Un glissement de terrain énorme où tous les bâtiments d'une ferme se sont trouvés dans le fond de la rivière. Et puis la maison était juste sur le bord du cratère, si vous voulez. Mais en dedans de 24 heures, les gens ont déplacé la maison. Ils l'ont emmené de l'autre bord, puis ils ont trouvé tout le matériel. Déplacer une maison, là, c'est quand même... puis ça, c'était en 1898 ou quelque chose de même, là. Déplacer une maison avec tous les équipements à 24 heures, il faut le faire. Tout le monde s'est mobilisé pour aider la famille, puis sont allés essayer. Il y avait des animaux qui étaient morts, puis il y en a d'autres qui criaient, puis tout ça. Puis sont allés aider la famille à sortir les animaux dans le cratère. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, une affaire de même, là, la sécurité civile dirait, vous ne touchez pas à ça, vous n'avez pas le droit d'y aller, puis tout ça. Je ne posais pas cette question-là, à cette époque-là. Hein. Mais c'est l'entraide spontanée des gens dans une circonstance de même que j'ai trouvé extraordinaire, tu sais. Il y avait ça aussi. Tu sais, les gens ne laissaient pas les gens, les autres, mal pris. Je me rappelle ici une fois, à Saint-Clophas, les premières années que je suis arrivé, il y a eu un feu. Et puis, les gens qui ont passé au feu ne pouvaient plus habiter dans leur maison. Ils ont trouvé une autre maison tout de suite pour qu'ils puissent aller loger là. Puis, tout le village s'est rendu, puis tout le village a aidé. Il n'y avait pas juste les pompiers, là. Tu sais, c'était tout le monde qui aidait pour dépanner ceux qui étaient passés au feu. Fait que ça aussi, cette solidarité-là, dans un milieu urbain, on la retrouve beaucoup moins. Puis ici, je pense qu'on peut la retrouver encore, là. Pour ça, d'ailleurs, qu'on fait encore des corvées de nettoyage et des plantations d'arbres. C'est sûr que c'est surtout avec des adolescents, on leur donne ce goût-là aussi là, d'entraider, de faire une part d'activité. Là. Mais, est-ce que vous jugez que les jeunes d'aujourd'hui sont plus sensibilisés à l'environnement que nous, quand on était adolescents? C'est pas de la même façon, je pense. Ils sont peut-être plus... Dans le fond, moi, quand j'étais jeune, je veux dire, les gens, ils n'appelaient pas ça de l'environnement. Ils appelaient ça autrement, mais ils en faisaient de la récupération. Tu sais, à Saint-Didas, il y a un monsieur, il vendait ses clous dans des cannes de fer blanc pour pas... qui récupérait. C'était la récupération. Là, Et puis chez nous, tout le guenillou passait, puis il ramassait tout le linge, puis il refaisait des couvertures avec ça, puis on jetait rien. La collecte des déchets a commencé dans les années 60. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y en avait pas quand j'étais jeune. On a apporté ça sur le bord de la rivière. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Tout le monde allait acheter des affaires sur le bord de la rivière. C'est la seule place qui était publique. Non, c'est pour ça qu'après ça, nous autres, on fait des corvées de nettoyage. Mais, vous vous sentiez coupable? non, pas à ce point-là. Moi, je dis souvent aux gens, c'est ça, tu sais, faut pas se scandaliser des choses qui ont été faites. Même si on ramasse des pneus, puis n'importe quoi, là. Il y a une époque où
sais, c'était la façon de faire, puis on ne connaissait pas d'autres façons de faire. Puis le carton, chez nous, on le brûlait. Tu sais, on avait un baril de 45 gallons, puis on mettait tous les cartons là-dedans, puis on les brûlait. Bon. C'est la seule façon qu'on avait de s'en débarrasser. Oh, même pas pour le chauffage, là, juste Non, pour non, les non, juste, brûler. non, non, ouais, Brûler juste pour pour s'en brûler. débarrasser. OK. Là, oui, c'est Ah. ça. Aviez-vous un poêle à bois à la maison? Hum? À Delsun, est-ce que vous chauffiez au bois? Quand j'étais enfant, Hum. ah non, mon père chauffait au charbon. Au charbon? Ouais, mais c'est parce qu'on avait un commerce. Ah, OK. Je chauffais au charbon, puis on pelletait du charbon. Il a acheté un char de charbon, puis c'était nos vacances. Ça faisait partie de nos vacances. Hein. Ah, pelleter du charbon? Oui. Oui, ça, j'ai pelleté du charbon. On est pelleté aussi dans l'Ouest, puis c'est ça. Hey, c'est quelque chose, ça. Oui, on venait pas mal. Puis, tu sais, à cette époque-là, on pensait pas à ça. On ne mettait pas de masque. C'était pas question de mettre des masques, hein, puis quoi que ce soit. On voyait juste les yeux par la bouche, là, puis le reste en noir. Puis on voyait pas ce qui avait ce qui était rentré Il avait dans rentré le poumon. dans le poumon. C'est ça. Non, c'est ça. T'as-tu une question? Ben oui, moi je me demandais, on est tous libres de faire ce qu'on veut de notre temps, là, puis vous avez décidé d'écrire le livre. Le livre, la bête, Ouais. pourquoi? Pourquoi vous avez décidé d'écrire le livre? Bien, tu sais, des fois, il y a des choses qui... ça s'est comme développé. Le livre, on a commencé à penser... d'abord, c'était alentour. Il faisait du canot-kayak sur la rivière. Et puis, on se disait, bien, ça serait bon d'avoir des points de repère. Puis, quand ils passent, de leur dire, bien, voici, ici, s'est passé telle chose, tu sais, pour le canot-kayak. Et puis, ben là, on se me suis mis à trouver des sujets. On pensait en avoir une dizaine, 10, 12, mais on a eu 48, tu sais. Ça fait que... Mais après ça, on s'est dit, ouais, mais ça peut être aussi pour celui qui se promène autour de la rivière, puis bon, tu sais, ça fait que ça peut être pour tout le monde. Mais ça s'est développé comme ça. Parce que, il y a 3-4 ans, on misait beaucoup sur stimuler le canot-kayak sur la rivière pour montrer aux gens que la rivière, elle peut servir, tu sais, c'est pour les usages de la rivière, ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, ils ont mis la pédale douce à cause des assurances qui sont bien compliquées. Ça coûte une fortune de faire assurer pour ça, puis on a été obligé de sacrifier une bonne partie de ces excursions-là. Mais c'est comme ça. Puis aussi, bien, on s'est dit, l'idée, c'est toujours que les gens s'attachent à leur rivière, trouvent, tu sais, qu'ils ont vécu des choses intéressantes, qui sont rattachées à leur rivière. Puis nous autres, moi, je dis toujours, quand on aime quelque chose, on en prend soin. Ça fait que si les gens aiment leur rivière, ils vont dire, hey, touche pas à ma rivière, tu sais. C'était, tu sais, à ce temps, là, il y a un déversement dans la rivière l'année passée, puis tout de suite, il y a 4 voisins qui nous ont appelés. Tu sais. Là, 15 ans, il n'y aura pas un qui nous aura appelés. C'est la différence. Tu sais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de délinquance. Des délinquances, il y en aura tout le temps, excepté que ça ne passe pas inaperçu. Parce que, dit, bon, notre rivière, on y tient. Ça fait que ça c'est un peu dans ce sens-là là, qu'on l'a fait. Puis ça a donné le résultat escompté dans ce sens-là, parce que les gens découvrent des événements, découvrent des personnages aussi importants qui ont vécu, qui ont fait des choses que les gens ne savaient pas. Là. Je pense à Saint-Félix, là, au peintre Narcisse Poirier. Tu sais. C'est un personnage intéressant. Il est mort à 101 ans, ne serait-ce que ça. C'est quand même exceptionnel. Mais tu sais, il y a aussi des tableaux dans l'église de Saint-Félix qui ont été faits par lui. Puis à Berthier, il y a un romancier, tu sais, qui s'appelle Léopold Desrosiers, qui a écrit des romans qui étaient très intéressants, puis qui a été un peu occulté parce qu'il est écrit à peu près à l'époque où ils ont écrit Benoît Maître Draveur, puis surtout
Hein? Agaguc, non? Agaguc, ben ça, non, c'est surtout le roman de Louis Aymon, là, Maria Chapdelaine, tu sais. Bon, c'est ça qu'à l'époque, les gens, ils n'en lisaient pas beaucoup de livres, hein. Ça fait qu'il y a un livre qui a pris dessus, c'était Maria Chapdelaine. Mais lui, il a écrit quand même des romans intéressants, puis il a écrit des choses intéressantes. Ça fait qu'il a vécu sur le bord de la rivière, puis il y a une histoire alentour de ça, puis de cet écrivain-là à Berthier. Fait que là, au-dessus, maintenant, il appelle la bibliothèque Léopold Desrosiers, puis bon. Il y a une reconnaissance, c'est ça. Ouais, tu sais, une reconnaissance. Puis ça fait aussi un lien avec notre histoire. C'est pas vrai que les gens n'étaient pas cultivés autrefois. Là. Tu sais, qu'ils ne savaient rien, puis tout ça. Faut pas exagérer. Là. Ils ne faisaient pas juste cultiver. Hein? Ils ne faisaient pas juste cultiver, ils se cultivaient aussi. Ils se cultivaient eux autres aussi. Ouais. Si je reviens à la rivière, c'est une rivière qui est dans un... Je vais juste le montrer un petit peu. Parfait. C'est une rivière qui est dans un lit de glaise presque à la longueur. Qui est dans? Un lit de glaise presque à la longueur. La rivière elle-même, oui. Sauf qu'elle a comment je dirais ça, des sources qui sont dans les milieux forestiers. Entre autres, il y a la rivière Berthier qui jette, tu sais, qui fait, on en parle dans le livre, là, qui jette dans la rivière ici à Saint-Clophas. Et puis, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment une rivière importante. Et puis, la rivière Berthier, l'eau, quand elle arrive, l'eau est claire. Parce qu'elle circule en milieu forestier. Et puis, son eau vient aussi des lacs, du lac Mont-d'Or, du lac Berthier, fait que, puis bien d'autres petits lacs. Fait que cette partie-là, disons, est un milieu forestier. L'autre partie de la rivière, elle vient, disons, presque en souterrain du lac Masquinongé. Parce que, il y a 10 000 ans, la rivière Mastigouche et la rivière Bayonne, c'était la même rivière. Le lac Masquinongé n'existait pas. Puis il y a eu une déglaciation où s'est formé le lac Masquinongé, de sorte qu'il y a encore de l'eau souterraine qui vient du lac Masquinongé, qui débute aussi la rivière Bayonne. Mais le fait qu'elle soit dans un lit de glaise, d'argile, c'est ça. Ça rend ces rives très fragiles? Oui. Il y a eu des glissements de terrain, puis c'est toujours sujet à en avoir encore. On ne peut pas contrôler ça, là, parce que c'est des sources souterraines souvent qui mènent par en dessous. Et puis, tout à coup, ça part. Là. Même s'il y a un reboisement des rives? Le reboisement, ça ne nuit pas, mais les racines ne vont pas à cette profondeur-là pour retenir la terre. Là. Des fois, les arbres vont partir avec le glissement de terrain. C'est la nature, ça. Hein? Oui, bien, puis il y a l'érosion de l'eau aussi. C'est une rivière en méandre. Oui, c'est ça. Ça se transforme continuellement. Ouais. C'est comme nous. Non, mais c'est sûr, quand les rivières sont... La plupart des rivières, quand ils n'ont pas été retravaillées, surtout les petites rivières, sont en méandre. Là, puis, ils font cherchent leur chemin. Ils cherchent leur chemin dans un terrain plat. C'est le cas de la Bayonne. Oui. Presque tout le long. Oui, c'est très en méandre. Oui. Puis il y a des petites îles, un peu, dans certains endroits. Là. Alors, ça vous a... Votre intérêt pour l'environnement est arrivé à cause de votre installation dans la Naudière et non l'inverse. Quand vous étiez en ville, l'environnement, est-ce que c'était une préoccupation? Pas vraiment. Non, je pense que oui, mais ça a commencé le temps qu'on venait, disons, à temps partiel. Là. Comme je vous ai dit, tu sais, moi c'est sûr que c'est dans le milieu rural que j'ai découvert l'importance de l'environnement. Je me rappelle, j'avais une amie qui était religieuse, entre autres, puis avec qui je m'entends, tu sais, on chicanait de temps en temps. Là, ma mère, j'espère. Hein? Non.
Non, non, mais elle est encore religieuse, d'ailleurs, après mon âme. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir été à une réunion, tu sais, dans les quartiers populaires, hein, on avait des groupes marxistes, des groupes de gauche, puis tout ça. Puis nous autres, ben, il fallait on était de gauche aussi, mais gauche plus modérée, puis moins idéologique, là, sur le plan du marxisme, léninisme, et tout ça. Et puis j'avais été dans une réunion, tu sais, puis le gars, là, c'était le gars en avant, là, avec la grosse théorie marxiste, puis tout ça. Puis moi, j'avais dit au gars, j'ai dit, tu sais, là, dans quelques années, là, ça sera plus l'exploiteur et l'exploité qui vont être en cause. Ça va être le pollueur et le pollué. Le gars, il dit, qu'est-ce qu'on répond à ça? Puis là, mon ami qui était religieux, après une heure, il dit, étais-tu sérieux? Ben, il dit, ben oui, je suis sérieux. Elle dit, t'étais sérieux? Ben oui, j'étais sérieux. Regarde, aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez toujours été 15 ans d'avance, hein? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein? On parle beaucoup plus du pollueur puis du pollué que de l'exploiteur puis de l'exploité. Mais c'est ça, tu sais. Moi, j'avais... Vous aviez déjà cette vision-là. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, mais c'est sûr que l'environnement, c'est primordial, puis la planète, elle va sauter si on s'en occupe, si on continue comme on marche, là. Surtout avec voyons donc, le pétrole, disons, d'Alberta, des sables bitumineux qui est épouvantable, là. Le CO2, là, ça marche en grande, puis on ne sait pas, ils n'ont pas de l'air vouloir s'arrêter, puis pourtant, d'année en année, on a tu sais, c'est évident, il y a des catastrophes naturelles qui sont de plus en plus grandes, qui sont de plus en plus nombreuses. Quand tu dis que New York, je pense que c'est il y a 2 ans que New York a été inondé, bien, je veux dire, on se demande comment ça que les gens se réveillent pas plus que ça, là. En tout cas. Mais c'est sûr que l'environnement, c'est l'avenir de la planète qui est en question. Mais c'est sûr que quand on pense environnement, il faut penser à sa voiture, son automobile. Et la personne qui va laisser son automobile chez elle un jour va pouvoir peut-être commencer à critiquer les sables bitumineux. Mais tant qu'on le fait pas, tant qu'on ne fait pas ce choix-là personnel. Oui, mais c'est sûr. Mais ça, la voiture, il y a moyen aussi d'utiliser moins, là. Tu sais, si on regroupe, par exemple, si au lieu de dire aujourd'hui, je vais à la pharmacie, demain, je vais au supermarché, après-demain, je vais à la quincaillerie, si je vais les 3 en même temps, bien, je veux dire, j'utilise moins, là, tu sais. Bon, c'est des choses aussi simples que ça. D'ailleurs, il y a avantage aussi parce que au niveau des coûts, ça diminue les coûts. C'est l'économie d'énergie, c'est la même chose dans la maison, l'électricité, puis tout ça. Je me dis, il y a moyen de faire des petits gestes. C'est pour ça qu'on dit que l'environnement, un bon environnementaliste, il pense globalement puis il agit localement. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est sûr que, là, ils développent aussi des autos hybrides, des autos électriques. C'est peut-être pas, c'est surtout peut-être en milieu urbain que c'est plus facile, c'est pour que c'est plus, disons, ouais, je sais que des fois, à cause des hivers aussi, c'est pas trop facile, là, mais il y a moyen il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de petits gestes, ça, c'est sûr. C'est sûr. Devenir végétarien. C'est ça, tu sais. Non, mais tu sais, j'étais à l'hôpital, j'ai passé 2 mois à l'hôpital de convalescence, Marie-Clarac. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que mon hôpital est un hôpital vert? C'est quoi la réponse? La réponse était non, à 95 %. C'est sûr. Tu sais, il n'y avait aucune préoccupation. Puis pourtant, je voyais des choses là, qui me faisaient sursauter. Tu sais.
Bon, je veux dire, puis j'ai passé aussi un mois à Maisonneuve-Rosemont, puis je me suis même pas posé la question, tu sais. Parce que c'est sûr que je ne demande pas que ça soit de préoccupation majeure, là, parce que c'est sûr qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais il reste quand même qu'ils pourraient, tu sais, faire plus que ce qu'ils font. Tu sais. Mais ils ont des programmes d'économie d'énergie, par exemple, dans les hôpitaux. Ça, c'est sûr. Peut-être. Ouais. Au niveau du chauffage, Peut-être. je sais que ça existe, oui. Moi, c'était au niveau de la gestion des matières résiduelles, des déchets. C'est ça qui est visible pour un patient. Oui, c'est vrai. C'est pas... Mais je sais qu'au niveau de l'énergie, ça, c'est fait au Québec. Les grands hôpitaux, ça coûte tellement cher qu'ils ont été obligés, à un moment donné, de se poser la question. Et... Non, mais c'est aussi... je me rappelle la première journée que je suis arrivé à Marie-Clarac, le lavabo, il dégoûtait. Tu sais. Puis je me suis dit, ça fait combien de temps qu'il dégoûte? Moi, j'ai dit, on est allé voir la chef infirmière, puis on a dit, y aurait-tu moyen de faire réparer ça? Le lendemain matin, ils sont venus le réparer. C'était juste un petit geste, là. Bon, ça aussi, c'est de l'énergie, là. Oui. Puis, il y a bien des choses comme ça dans ces milieux-là. Là. En tout cas, c'est ça. On avait vraiment agi localement. Parce que mon compagnon de chambre était d'accord avec moi, là, tu sais, puis on a fait la démarche. Puis, ça s'est réparé. Ça a été réparé. C'est pas comme ça dans les écoles. As-tu une autre question, toi? Ben, je voulais savoir pourquoi vous avez décidé d'accepter aujourd'hui pour ce projet-là de transmission. Qu'est-ce que ça vous disait? Ben... C'est parce qu'il me connaît. Ah, ben, vous pouvez le dire, c'est à cause d'Hélène, je comprendrais. Oui, entre autres. Non, mais aussi, je voyais ça... ben, c'est toujours la même chose. Pour moi, je veux dire, je trouve que c'est un projet valable, intéressant. Et puis, bon, on me demande une forme de collaboration. Pourquoi je refuserais ma collaboration, tu sais? Et puis, c'est sûr, on se connaît, un petit peu, on se connaît pas... on se connaît comme ça, là. Puis aussi, bien, il y a eu un petit peu, je me sens un petit peu, disons, lié par le groupe des 15. Et puis, parce que j'étais dans le groupe des 15. Bon, tu sais, c'est tout ce contexte-là, tu sais, c'est comme, c'est une chaîne, ça, finalement. Et puis, bon, pas... C'est une chaîne de relations humaines. Non, c'est sûr que pour moi, c'était un petit peu plus difficile parce que j'étais... Je pense que la première fois, il m'avait contacté, il me demande si c'est pas à l'hôpital. Oui, vous étiez à l'hôpital. Bon, quand j'étais à l'hôpital, j'étais pas tout à fait dans l'environnement. Puis, j'étais en fauteuil roulant à l'époque. Je ne savais pas comment je serais. Là. C'est pas si pire, mais c'est ça. Mais là, vous êtes seul, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Oui, un matin, je suis allé faire mes commissions. Oui, j'ai le droit de conduire mon auto. Puis, okay. Oui, mais je suis habitué avant. C'est tout, puis c'est moins difficile que quand je m'occupais de mon épouse, là, c'était beaucoup plus, disons... Ça a été long, votre épouse? Hein? Ça a été long, votre épouse? 10 ans. Qu'est-ce qu'elle avait? Hmm? De quoi elle souffrait? Bien, elle a fait un AVC très sévère. Okay. Ça a été du jour au lendemain, là. Puis c'était une personne qui était très scolarisée, puis tout ça. Ça fait que ça a été très dur pour elle. Puis moi, ben même il a fallu que je me batte pour la garder, pour qu'elle revienne à la maison, parce que sinon, il me disait que t'es pas capable, puis tout ça. Ça a été une bataille même pour ça, là. Okay. Mais c'est ça, les garder à la maison, elle est même décédée à la maison. Okay. C'est une grosse expérience. Oui, j'imagine. Oui, c'est ça, pour un homme à part ça.